Je m'appelle Victor. J'ai 32 ans et, au cours des 10 dernières années particulièrement éprouvantes, j'ai travaillé comme un forçat dans l'ombre pour sauver le domaine de 50 millions de dollars de ma famille à l'Ectao de la ruine financière totale. Mais la semaine dernière, lors de notre grande réunion de famille, mon propre père a décidé qu'il était temps de me jeter comme une ordure devant tous nos connaissants. Alors que je me tenais au fond de la pièce dans mes vêtements de travail tachés de graisse, sentant encore la cave humide où je venais de réparer une conduite d'eau commerciale qui avait éclaté pour sauver la soirée, mon père a levé son scotch de 25 ans d'âge vers le plafond voûté. Il a regardé nos 200 invités et des amis très fortunés, des investisseurs et des politiciens locaux et a affiché son sourire à $1 million. Puis il a dit à Julian, le nouveau propriétaire du domaine Aïe, et à Victor, tu peux rester dans la maison d'amis jusqu'à ce que tu trouves un mari ou un vrai travail pour enfin t'installer. Ils ont tous ri. Toute la salle a ricané. Ma propre famille m'a humilié, balayant le travail de toute ma vie, mon héritage légitime et ma dignité devant le maire local, des magnats de la tech de la Silicon Valley et d'impitoyables tycoons de l'immobilier. Ils m'ont regardé avec pitié, voyant un fils raté à qui l'on offrait généreusement une remise ou vivre par pure charité. Mais il y avait une chose capitale qu'ils ignoraient. Ils ne savaient rien du dossier secret en cuir bleu marine posé en toute sécurité entre les mains de mon technicien audiovisuel, au fond dans la régie. Ils ne savaient pas que le piège était déjà tendu et que les mâchoires se refermaient rapidement. Et en ce moment même, mon père et mon frère, l'enfant chéri, sont assis dans un motel délabré et bon marché au bord de l'autoroute, à supplier mon avocat pour un chèque de règlement qu'ils n'obtiendront jamais. Avant de vous raconter exactement comment j'ai détruit leur petit empire et repris ce qui m'appartenait, n'hésitez pas à aimer cette histoire si vous croyez en la justice et au travail acharné. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous me regardez. Maintenant, retournons là où ce cauchemar a vraiment commencé. Le tintement d'une cuillère en argent contre une flûte à champagne en cristal est un son que je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire. Il a résonné sous les immenses plafonds en bois de la grande salle, coupant net le vrombissement feutré du groupe de jazz en direct et le bavardage arrogant des 200 invités extrêmement fortunés. Mon père, Harrison Aïe, se tenait au centre même de la grande scène. Il portait un smoking sur mesure qui coûtait probablement plus cher qu'une berline neuve, ses cheveux argentés coiffés à la perfection, ses dents étincelantes. Il possédait ce genre de charme redoutable qui avait convaincu d'innombrables personnes de lui confier leurs économies, leur confiance et leur loyauté. Je me tenais près des imposantes bibliothèques en acajou, dans l'ombre de la pièce, serrant fermement contre ma poitrine ma lourde tablette de gestion comme un bouclier. Mes mains étaient lourdement calleuses, mes articulations écorchées et saignant légèrement après m'être battu avec une vanne en cuivre récalcitrante dans la cave à 20-30 minutes plus tôt. J'étais l'architecte invisible de toute cette organisation. Pour le monde extérieur, le domaine a été le royaume intouchable d'Harrison. C'était un chef-d'œuvre spectaculaire de verre, de bois et de pierre, s'étendant juste au bord des eaux cristallines du lac Tahoe. C'était le lieu ultime pour l'élite qui venait s'y rencontrer, discuter de ses portefeuilles d'investissement, échanger des secrets d'initiés et conclure des affaires à plusieurs millions de dollars autour de caviar. Mais pour moi, c'était une bête. Une bête affamée et exigeante qu'il fallait nourrir chaque heure de chaque jour. Pendant une décennie, j'ai été le seul à la nourrir. C'est moi qui gérais la masse salariale gonflée, qui me battais corps et âme avec le comté contre l'explosion des taxes foncières, qui maintenait les énormes polices d'assurance commerciale et qui gérait la réalité brute et peu glorieuse de la gestion immobilière haut de gamme. Bienvenue à tous, la voix d'Harrison a résonné dans les haut-parleurs de pointe, riche et fluide comme du miel chaud, pour la réunion annuelle de la famille Aïe. Cela me réchauffe le cœur de voir autant de chers amis, collègues et partenaires réunis ici pour célébrer l'héritage durable de notre famille. L'héritage. Il lançait ce mot comme s'il l'avait bâti lui-même, comme s'il lui appartenait. J'ai déplacé mon poids pour soulager la vive douleur dans le bas de mon dos et mes pieds élancés. J'étais debout depuis 4 heures du matin, m'assurant que les traiteurs arrivaient, que le périmètre de sécurité était établi et que les arrangements floraux ne fanaient pas dans l'air sec de la montagne. Balayant automatiquement la pièce des yeux, je cherchais dans la foule la moindre catastrophe potentielle. Un serveur transportait un plateau de flûte à champagne un peu trop près d'un tapis antique. L'éclairage du coin nord vacillait légèrement. Personne ne me regardait. Pourquoi le ferait-il? J'étais juste Victor, le fils ennuyeux et sérieux qui s'occupait du ramassage des poubelles, des plannings du personnel et de la plomberie cassée. J'étais le type qu'on appelait quand le chauffage tombait en panne au plus fort de l'hiver ou quand un invité avait trop bu et avait besoin qu'on le ramène discrètement à l'aéroport. Je n'étais pas la star du spectacle.
J'étais le régisseur. Harrison a poursuivi son discours, citant sans vergogne des noms de sénateurs et se vantant de notre année financière incroyablement réussie. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue jusqu'au sang pour ne pas m'esclaffer tout haut. Notre année réussie avait impliqué que je liquide en secret mon propre fonds d'études supérieures juste pour payer le personnel lorsqu'il avait englouti nos réserves d'argent lors d'un voyage d'affaires à Las Vegas. Elle avait impliqué que je négocie des plans de paiement avec des entrepreneurs impayés et furieux qu'il avait plantés pour s'acheter des clubs de golf sur mesure et des cigares importés. J'ai regardé l'écran lumineux de ma tablette. Le programme indiquait 21h, l'annonce. Depuis des semaines, Harrison chuchotait derrière des portes en chaîne fermées avec Monsieur Thorne, l'avocat glissant de la famille. Ils avaient rédigé des documents, tenu des réunions discrètes et secrètes dans le bureau pendant que j'étais dehors à m'occuper du vrai travail. Une partie naïve et désespérée de moi, celle qui cherchait encore l'approbation d'un père, avait espéré que c'était le moment. Je pensais qu'il allait enfin annoncer ma promotion. Je pensais qu'il allait me désigner publiquement comme le PDG officiel de la société de gestion du domaine, me donnant l'autorité légale de l'empêcher de nous saigner à blanc et reconnaissant enfin mes sacrifices. Puis la foule s'est soudainement écartée. Les murmures se sont intensifiés, se transformant en hoquets d'admiration et en applaudissements polis. Julian a descendu le grand escalier. Mon jeune frère de 26 ans, vêtu d'une veste de dîner en velours bordeaux et arborant un sourire éclatant à faire absoudre n'importe quel crime. Il venait de rentrer d'un voyage spirituel de 6 mois à travers l'Europe, des vacances entièrement financées par le budget de maintenance d'urgence du domaine. Julian était l'enfant chéri incontesté. Celui qui ne pouvait rien faire de mal. Le génie créatif qui n'avait simplement pas encore trouvé sa vocation. L'âme sensible qui avait besoin d'un soutien financier constant pour explorer ses passions. Harrison s'est précipité au bas de l'escalier, serrant Julian dans une étreinte théâtrale pour les caméras. Mon garçon. Tout le monde, accueillez Julian. La salle a éclaté en applaudissements sincères. Julian a tout savouré instantanément, saluant comme une célébrité de Hollywood sur un tapis rouge. Il s'est dirigé vers la table d'honneur, ignorant totalement mon existence dans mon coin, et a pris la place d'honneur à côté des investisseurs les plus puissants de la pièce. Monsieur Thorne, le visqueux avocat de la famille, a surgi de nulle part à côté de moi dans l'ombre. Il était pâle, son costume coûteux légèrement froissé, une grosse goutte de sueur se formant sur son front dégarni. « Victor » a-t-il murmuré doucement, refusant de croiser mon regard. J'ai essayé de l'en dissuader. Vraiment. Mais tu connais ton père quand il a une idée concernant la restructuration des actifs. Quelle restructuration, ai-je demandé, ma voix dangereusement basse, une appréhension glaciale s'installant dans mon estomac. Avant que Thorne ne puisse répondre, Harrison a de nouveau tapé sur son verre en cristal. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le projecteur l'a éclairé, lui et Julian, puis il a lâché la bombe. Il a annoncé sa retraite immédiate des opérations quotidiennes. Il a annoncé qu'il remettait les clés, l'entreprise et tout l'avenir du domaine à Julian. Et en note de bas de page, comme une cruelle plaisanterie publique, il m'a offert la cabane du jardinier à l'arrière. Je suis resté là, sentant la pitié collective de 200 millionnaires se déverser sur moi. Ils me regardaient comme si j'étais un chien battu et loyal qu'on jetait sous la pluie battante. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que l'humiliation ne pouvait pas être plus profonde que cette exécution publique. Je me trompais si lourdement. Pour vraiment comprendre l'ampleur de la trahison qui s'est produite sur cette scène, il faut comprendre les fantômes qui ont bâti cette maison et le sang qui a été versé dans ses fondations. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde, faisant abstraction des rires polis et moqueurs de la foule, et j'ai été instantanément projeté 10 ans en arrière. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé, plein d'ambition et d'espoir. La chambre principale du domaine sentait fortement l'antiseptique médical, la lavande puissante et l'odeur métallique inévitable de la mort qui approchait. Ma mère, Béatrice, était adossée à une montagne d'oreillers blancs. Le cancer du pancréas lui avait enlevé ses beaux cheveux, sa mobilité et sa force physique, mais il n'avait jamais réussi à altérer son esprit acéré. C'était une femme qui bâtissait des empires à partir de rien, une géante du marché immobilier commercial local. Ce domaine n'était pas juste une maison pour elle, c'était le joyau de l'œuvre de sa vie, la manifestation physique de chaque sacrifice qu'elle avait fait. Harrison était au bout du couloir, censé appeler un spécialiste à Seattle, mais nous savions tous les deux qu'il était probablement dans le bureau du bas en train de se verser un verre bien tassé,
évitant la réalité laide et inconfortable de la maladie de sa femme. Ma mère a étendu une main tremblante et frêle, et a saisi mon poignet. Sa prise était étonnamment ferme, s'enfonçant dans ma peau. « Victor » a-t-elle râlé, sa respiration courte et difficile, mais ses yeux parfaitement clairs et concentrés. « Écoute-moi très attentivement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Je suis là, maman » ai-je chuchoté, luttant pour retenir mes larmes parce que je savais qu'elle détestait voir pleurer. Elle méprisait la faiblesse. « Ton père est un pan » a-t-elle dit sans détour, toussant d'une toux sèche et douloureuse. « Il est charmant. Il est beau. Et c'est un idiot fini avec l'argent. Il consomme, Victor. Il ne bâtit pas. Et Julien, ton frère, est exactement comme lui. Si je laisse ce domaine à Harrison dans mon testament, il l'hypothéquera jusqu'au dernier centime pour financer ses délires de grandeur. En moins de 5 ans, cette maison sera vendue à un promoteur immobilier. Tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai souffert aura disparu. » J'ai hoché lentement la tête, une boule me nouant la gorge. Même à 22 ans, je savais qu'elle avait entièrement raison. J'avais vu les relevés de cartes de crédit cachés d'Harrison. Je connaissais ses mauvais investissements. « Tu ne peux pas le combattre avec la logique ou les émotions » a-t-elle poursuivi, sa voix descendant en un chuchotement intense et pressant. « Tu as besoin d'une armure. Une vraie armure juridique impénétrable. » Elle a glissé la main sous son matelas et a sorti une petite clé en laiton lourde. Elle était encore chaude de sa chaleur corporelle. Dans mon bureau privé en bas, derrière le grand tableau du lac, il y a un coffre-fort mural. Harrison ne connaît pas la combinaison. Il n'a jamais pris la peine de la demander. Cette clé ouvre la boîte interne. Elle a pressé la clé dans ma paume et a refermé fermement mes doigts dessus. À l'intérieur, tu trouveras un document de trust. Je l'ai fait rédiger par un avocat implacable de Renault Passe-Lâche de Thorne. Quand je mourrai, Harrison sera trop occupé à jouer les veufs éplorés devant les caméras pour s'occuper de la montagne de paperasse de la succession. Dis-lui que ces documents sont un abri fiscal temporaire. Dis-lui qu'il protège le domaine de la brutale taxe de succession. Il déteste les impôts. Il signera absolument n'importe quoi pour éviter un contrôle financier du gouvernement. « Maman, je ne comprends pas » ai-je dit, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. « Que fait ce document ? » « Tu seras le fiduciaire » a-t-elle dit, ses yeux s'ancrant dans les miens, transférant sa volonté de faire dans mon âme. 2 jours plus tard, le moniteur cardiaque s'est éteint. Les funérailles ont été un événement social grandiose et ostentatoire, exactement comme Harrison le voulait. Il a pleuré sur commande, a serré des mains et a accepté les condoléances comme un politicien en campagne. Et exactement comme elle l'avait prédit, lorsque j'ai placé la lourde pile de documents juridiques complexes devant lui un mois plus tard, en mentionnant négligemment les mots « contrôle fiscal » et « protection d'impôts », il n'a même pas lu la 2e page. Il a signé sur la ligne pointillée, transférant légalement l'ensemble du domaine au trust irrévocable Béatrice Aille, avec moi comme unique fiduciaire et bénéficiaire ultime en cas de défaillance financière de sa part. J'ai passé les 10 années suivantes à honorer cette promesse faite sur un lit de mort, menant une double vie éprouvante. Laissez-moi vous raconter à quoi ressemblait réellement cette décennie. Pendant que mes amis d'université obtenaient des promotions, achetaient leur première maison et fondaient des familles, j'étais piégé dans une cage dorée que j'avais moi-même construite. J'étais le premier levé à 4 heures du matin pour vérifier les registres de sécurité de la nuit et le dernier couché à minuit après avoir équilibré les comptes du jour. J'ai négocié des tarifs de gros pour l'aménagement paysager, je me suis battu bec et ongle lors des réunions de copropriété pour protéger nos limites de propriété contre les voisins piétinants, et j'ai géré les plans de retraite pour notre personnel dévoué de 20 personnes. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. J'ai regardé Harrison donner des dîners de Thanksgiving somptueux où il s'asseyait en bout de table, découpant la dinde avec expertise et racontant des histoires exagérées sur ses investissements boursiers géniaux. Pendant que je me tenais dans la cuisine chaude et étroite à aider le personnel à laver la vaisselle parce que le traiteur manquait de bras. Je subissais des insultes verbales quotidiennes. Je laissais Harrison dire à ses amis fortunés que j'avais du mal à démarrer dans la vie, que j'étais juste un garçon très pratique sans vraie ambition ni vision. Je laissais Julien aller et venir entre ses vacances coûteuses, me traitant comme son concierge personnel, jetant son linge sale sur mon bureau et exigeant que je le fasse nettoyer à sec. Le point de rupture, le véritable catalyseur qui a déclenché tout ce désastre, s'est produit exactement 5 jours avant la réunion. Je me tenais dans l'allée en gravier,
un presse-papier à la main avec les contrats mis à jour des prestataires pour la fête? En train de me disputer au téléphone avec un entrepreneur en éclairage quand j'ai entendu le vrombissement agressif et inconfondable d'un énorme moteur V8 résonner contre la montagne. Une élégante Ferrari Roma rouge cerise a remonté la longue allée à toute allure, soulevant un nuage de poussière et de gravier coûteux avant de piler net juste devant le portique principal, bloquant complètement l'accès aux livraisons. La porte papillon s'est ouverte et Julien en est sorti. Il portait des baskets de marque blanche impeccables, un costume en lin sur mesure et des lunettes de soleil de créateur très chères. Il ressemblait à un panneau publicitaire ambulant pour de la richesse arrogante et méritée par personne. « Julien », ai-je dit en raccrochant mon appel et en gardant un visage parfaitement neutre. « Tu bloques la zone de chargement commercial. Le camion du fleuriste arrive dans 10 minutes. » Il a retiré ses lunettes de soleil et a ricané, me toisant de haut en bas avec un dégoût flagrant. Je portais un pantalon de travail en jean et un polo gris délavé couvert de sueur pour avoir renforcé la scène principale du groupe. « Relax, Vic », a-t-il traîné les pieds, lançant la lourde clé de Ferrari en cuir dans les airs avant de la rattraper. Le mec des fleurs peut se garer sur l'herbe et marcher. Tu as vu le nouveau bijou? Papa a approuvé l'achat ce matin. Il a dit qu'il me fallait quelque chose de fiable et professionnel pour mes rendez-vous avec les nouveaux investisseurs. Fiable? Une supercar italienne à 300 000 $? Des rendez-vous d'investisseurs pourquoi? Ai-je demandé, sentant un œuf froid et dur se former au creux de mon estomac. Ma nouvelle start-up tech, évidemment, a ricané Julien, s'appuyant nonchalamment contre le capot impeccable de la voiture. Papa finance le premier tour de table. Il m'a dit qu'il était temps que je prenne un rôle beaucoup plus important dans le portefeuille familial. En fait, il fait une grande annonce à la fête ce week-end. Tu devrais te laver le visage pour l'occasion, frangin. Essaie d'avoir l'air un peu plus présentable quand je deviendrai officiellement ton patron. Il a éclaté d'un rire moqueur, m'a lancé les clés directement sur la poitrine que j'ai attrapée de justesse avant qu'elle ne tombe dans la poussière et est entré dans la grande maison. Me laissant seul dans la poussière. J'ai regardé la Ferrari. Je connaissais les comptes d'exploitation du domaine au centime près. Nous n'avions pas 300 000 $ d'argent liquide qui traînait là. Nous avions à peine assez de trésorerie pour couvrir l'énorme facture du traiteur pour la réunion à venir. D'où venait cet argent, bordel? Je suis descendu directement dans mon bureau sans fenêtre au sous-sol, verrouillant la porte derrière moi. Il était temps de regarder les comptes. Je pensais juste chercher une bêtise financière ordinaire. Je n'avais aucune idée que j'allais découvrir une trahison si profonde et si abjecte qu'elle allait faire voler en éclats les fondations de toute ma vie. Je me suis assis à mon bureau en bois usé, j'ai allumé le néon agressif au-dessus de moi et j'ai démarré mon ordinateur. Mes doigts ont volé sur le clavier alors que je me connectais de manière sécurisée au portail bancaire principal du domaine. J'ai vérifié le compte d'exploitation principal. Il semblait normal, juste les prélèvements habituels des frais de Country Club d'Harrison. J'ai vérifié le fonds de réserve d'urgence, intact. Puis j'ai sorti le registre des dépenses d'investissement, un compte spécifique géré directement par Simon. Simon était notre comptable en chef, mais plus que ça, Simon était censé être mon ami. Nous jouions au poker ensemble le jeudi soir. J'avais personnellement autorisé une prime de 10 000 $ sortie de ma propre poche pour lui l'année dernière lorsque sa femme avait eu une grossesse difficile à haut risque. Je lui faisais une confiance aveugle pour contenir les dépenses impulsives et folles d'Harrison quand j'étais occupé à gérer physiquement le domaine. Alors que je faisais défiler les lignes de données, une anomalie massive dans la ligne de propriété commerciale a attiré mon attention. C'était une toute nouvelle entrée enfouie sous 3 couches de jargon d'entreprise vague, restructuration d'actifs, parcelle nord, 350 000 $. Mon sang n'a fait qu'un tour. La parcelle nord n'était pas juste un terrain vague. C'était le complexe de logement du personnel. C'était là où vivait Pénélope, notre gouvernante en chef âgée qui m'avait quasiment élevé. C'était là où Marcus, mon responsable de la sécurité farouchement loyal, élevait ses 2 petites filles. J'ai creusé plus profondément, mes mains commençant à trembler alors que j'affichais les copies numériques des virements bancaires. Les signatures étaient là, noir sur blanc, la griffure désordonnée et arrogante d'Harrison autorisant une hypothèque commerciale à taux usuraires sur les logements du personnel. Et juste à côté, le tampon d'approbation numérique du cabinet comptable de Simon. Ils avaient hypothéqué les maisons de nos employés les plus loyaux et les plus travailleurs pour acheter une voiture de sport à Julien, et Simon m'avait délibérément caché les documents.
J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé la ligne directe du bureau de Simon. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix exagérément joyeuse. Victor, mon vieux. Comment vont les préparatifs de la fête? Tu as hypothéqué la parcelle nord, ai-je dit. Pas de salutations, pas de bavardage, juste un fait asséné qui est resté suspendu dans l'air comme une guillotine. Le silence à l'autre bout de la ligne a été absolu. Je l'entendais déglutir difficilement, le son amplifié par le téléphone. Victor, écoute, tu dois comprendre. Ton père est venu me voir. Il était affolé. Il a dit que Julien avait besoin de capital immédiatement pour une affaire urgente. Je lui ai dit que nous n'avions pas la liquidité, mais il a insisté. C'est le patriarche, Victor. C'est lui qui signe mes chèques. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu étais censé me le dire, ai-je hurlé, ma voix résonnant contre les minces parois de mon bureau, une décennie de rage réprimée brisant enfin la surface. Tu as mis en jeu le toit au-dessus de la tête de Pénélope pour que ce gosse gâté puisse s'acheter une Ferrari. Harrison a promis de rembourser juste après la réunion, a balbutié Simon, sa voix pitoyable, défensive et minuscule. Il a dit que la boîte de tech de Julien allait générer des millions dès le premier trimestre. Et Victor. Harrison m'a offert une promotion énorme, une association complète dans la société de portefeuille. J'ai des enfants à nourrir. Je devais penser à ma propre famille. Tu m'as vendu, ai-je chuchoté, la réalité écrasante s'abattant sur moi. Tu as vendu les gens innocents qui travaillent pour nous pour un faux titre donné par un homme qui se noie sous les dettes. Tu es mort pour moi, Simon. J'ai raccroché. Je n'ai plus crié. Je n'ai rien jeté contre le mur. Je suis juste resté assis là, dans le silence, sentant un calme dangereux et glacial envahir mon esprit. Le genre de calme absolu et terrifiant qui précède une démolition contrôlée. Avant même que je puisse assimiler l'ampleur de la trahison de Simon, mon walkie-talkie a grésillé. C'était Marcus, le chef de la sécurité. Victor, tu dois venir dans la cuisine principale. Maintenant. On a un gros problème avec l'organisateur d'événements. J'ai grimpé les escaliers 4 à 4, mes bottes martelant le bois. J'ai franchi les lourdes portes battantes de la cuisine commerciale. C'était le chaos absolu. Des marmites géantes débordaient, des commis de cuisine semblaient paniquer. Et debout au milieu de tout ça se tenait Félix. Félix était un organisateur d'événements haut de gamme et extrêmement arrogant venu de Los Angeles, que Julien avait insisté pour engager afin d'élever l'esthétique de la réunion. Il portait une écharpe en soie à l'intérieur, de grandes lunettes de créateur et traitait mon personnel de cuisine comme dessert. Que se passe-t-il ici, ai-je exigé, en regardant les tables de préparation en acier inoxydable vides. La fête était dans 48 heures. Nous étions censés préparer un repas gastronomique de 5 services pour 200 personnes. Félix a levé les yeux au ciel de façon dramatique, consultant sa montre incrustée de diamants. Oh, Dieu merci. Le concierge est enfin arrivé. Écoute, Victor, le fournisseur de bœuf Wagyu Premium vient d'annuler toute notre commande. Apparemment, la facture n'a pas été payée. Donc, nous nous rabattons sur un risotto aux champignons sauvages végétaliens. C'est me paraît très chic en ce moment. Très éco-responsable. Un risotto aux champignons, ai-je répété, le fixant comme s'il était fou. Pour une foule de pétroliers texans et de politiciens locaux? Ils vont déclencher une émeute. Pourquoi le fournisseur de viande n'a-t-il pas été payé? J'ai personnellement alloué 80 000 $ à ton budget traiteur la semaine dernière. Félix a affiché un sourire mielleux et sans remords. Eh bien, les budgets sont fluides, n'est-ce pas? Julien a demandé au dernier moment l'installation d'une fontaine à champagne géante sculptée dans un bloc de glace arctique importé. Et nous devions améliorer les compositions florales avec des orchidées rares pour assortir à son nouveau costume. Les fonds ont dû être réaffectés. Ça s'appelle avoir une vision, Victor. Tu ne comprendrais pas le processus créatif. Il avait littéralement volé le budget de la nourriture pour des sculptures de glace et des fleurs juste pour que Julien ait l'air bien sur ses photos Instagram. Sors, ai-je dit doucement. Pardon, s'est indigné Félix, posant une main sur sa hanche. Sors de ma cuisine, ai-je dit, entrant directement dans son espace personnel. Je faisais un M88 et je travaillais de mes mains chaque jour. Félix a fait un pas en arrière rapide, son arrogance vacillant immédiatement alors qu'il me regardait. Tu es officiellement viré.
quitte la propriété tout de suite avant que je ne demande à Marcus de te jeter physiquement dans le lac. Julien m'a engagé. Tu ne peux pas me virer, a piaillé Félix alors que Marcus s'avançait depuis le pas de la porte, croisant ses bras massifs et musclés. Marcus, escorte-le hors de la propriété. S'il résiste, appelle la police pour violation de domicile, ai-je ordonné. Une fois Félix expulsé, gémissant tout le long du chemin, le chef cuisinier m'a regardé avec un désespoir total. Victor, nous n'avons plus de plat principal. Les fournisseurs locaux sont complètement à sec. C'est un week-end férié. Personne n'a autant de viande de qualité sous la hande. J'ai sorti mon portefeuille personnel. J'ai sorti ma carte noire, celle reliée à mes propres économies privées, l'argent que j'avais méticuleusement et péniblement mis de côté sur mon maigre salaire depuis une décennie. Appelle le principal distributeur à Reno, ai-je dit au chef, la voix ferme. Dis-lui que je paierai le double du prix du marché, plus une prime de livraison de $5000 s'il amène un camion réfrigéré en haut de cette montagne avant minuit. Mets tout sur cette carte. Les yeux du chef se sont agrandis sous le choc. Victor, ça va te coûter $50 000 de ta poche. Fais-le, c'est tout, ai-je dit. Je n'allais pas laisser le domaine de ma mère être humilié publiquement à cause de la vanité de Julien. Je suis sorti de la cuisine, ressentant ce coup financier massif comme un coup de poing physique dans l'estomac. J'ai arpenté le long hall opulent, observant les portraits ancestraux sur les murs. Je maintenais toute cette famille à bout de bras avec mon propre sang, ma sueur et mon argent pendant qu'ils sciaient activement la branche sur laquelle j'étais assis. Alors que je tournais le coin près de la bibliothèque, une main a surgi de l'ombre et m'a agrippé fermement le bras. C'était Monsieur Thorne, l'avocat. Il regardait autour de lui d'un air nerveux, ses yeux balayant de gauche à droite comme un rat pris au piège. Il m'a entraîné dans une alcôve sombre. Victor, a chuchoté Thorne, son haleine sentant fort le gin bon marché et l'amande poivrée. Je dois te prévenir. Tu dois te préparer pour la réunion. Me préparer à quoi, Thorne, ai-je demandé, dégageant mon bras avec un dégoût profond. Ton père. Il exécute une restructuration majeure. Il transfère le contrôle opérationnel principal et la propriété à Julien. Il va l'annoncer publiquement pendant la fête. Il pense que cela sécurisera l'héritage et protégera les actifs. Et qu'en est-il de moi, exactement, ai-je demandé, le testant. Je voulais voir s'il restait aura la moindre parcelle de loyauté ou de décence. Thorne a baissé les yeux sur ses chaussures en cuir italien coûteuses. Il rédige un accord de séparation. Il veut que tu évacues la maison principale immédiatement après la fête. Il pense que ta présence continue ici pourrait nuire à l'autorité de Julien auprès du personnel. Un rire amer et creux s'est échappé de ma gorge. Il veut m'expulser de la maison que j'entretiens? De la maison que j'ai sauvée? C'est le patriarche, Victor, a supplié Thorne faiblement, suant à grosses gouttes. Accepte simplement le chèque de départ. Si tu essaies de le combattre au tribunal, ce sera un massacre. Tu n'as pas de légitimité juridique. Le titre de propriété est à son nom. J'ai fixé Thorne. Il croyait vraiment qu'Harrison l'avait gardé à ce point dans l'ignorance. Ou alors Thorne était si totalement incompétent qu'il ne se rendait même pas compte de la mine juridique sur laquelle ils dansaient tous. Merci pour le conseil, monsieur Thorne, ai-je dit, ma voix totalement dénuée d'émotion. Je m'en occupe. Je me suis éloigné de lui, sachant exactement ce qu'il me restait à faire. Le temps de me cacher dans l'ombre était révolu. Il était temps de charger le fusil. Je pensais avoir couvert tous les angles, mais les rats dans ma maison devenaient désespérés, et j'étais sur le point d'en attraper un en flagrant délit dans le noir. La veille au soir de la réunion, le domaine était étrangement et perturbamment calme. Les traiteurs avaient enfin terminé leur préparation frénétique. La scène principale était montée et le champagne importé refroidissait dans les caves. La tempête se rassemblait juste au-dessus de l'horizon, mais la surface du lac dehors était parfaitement et trompeusement immobile. Je faisais le tour du rez-de-chaussée pour mes dernières vérifications de sécurité afin de m'assurer que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées quand j'ai vu un mince filet de lumière dépasser dessous la lourde porte en chêne de l'ancien bureau de ma mère. La pièce était strictement interdite à tout le monde sauf à moi. Je l'avais gardée exactement comme elle l'avait laissée 10 ans plus tôt, jusqu'à l'encrier en laiton antique sur son bureau. Je me suis déplacé silencieusement dans le couloir, mes lourdes bottes ne faisant aucun bruit sur les épais tapis persans. J'ai pressé mon oreille contre le bois froid de la porte.
Je pouvais entendre un léger bruit de clic métallique. Quelqu'un faisait tourner un cadenas à combinaison. J'ai doucement tourné la poignée en laiton et poussé la porte d'un pouce. À l'intérieur, éclairé par le faisceau étroit et agressif d'une petite lampe de poche tactique, se tenait Monsieur Thorne. L'avocat suait abondamment, sa veste enlevée, ses manches retroussées dans la panique. Il se tenait directement devant le coffre-fort mural caché derrière le grand tableau du lac. Il tenait un papier froissé, tournant frénétiquement le cadran, essayant désespérément de percer le coffre. Il essayait de trouver les documents originaux du trust. Harrison avait dû avoir un moment de clarté paranoïaque soudain. Il avait dû se souvenir d'avoir signé quelque chose d'étrange et de contraignant 3 ans plus tôt et avait envoyé son chien couchant pour récupérer et détruire les preuves avant que la grande annonce ne déraille. Je l'ai regardé galérer pendant une minute entière et éprouvante. Il jurait à voix haute entre ses dents, essuyant la sueur de ses yeux, tournant le cadran encore et encore par frustration. J'ai poussé la porte en grand et je me suis appuyé nonchalamment contre le cadre de la porte, croisant les bras sur ma poitrine. La combinaison est 14 août 32. Thorne a poussé un hurlement. Un vrai hurlement strident de terreur et a lâché sa lampe de poche. Elle a claqué lourdement sur le sol en bois dur, roulant jusqu'à s'arrêter net à mes bottes. Il s'est retourné, le visage de la couleur du ciment mouillé, les yeux grands ouverts d'une peur pure et sans mélange. « Victor ! Je voulais juste, a-t-il balbutié piteusement, levant les mains d'un air défensif comme si j'avais une arme braquée sur lui. Tu étais juste en train de commettre une effraction criminelle, ai-je demandé, m'avançant lentement dans la pièce et ramassant sa lampe de poche. J'ai braqué le faisceau directement sur son visage, l'éblouissant. Où commettais-tu de l'espionnage industriel pour le compte de mon père? Harrison m'a demandé de trouver un acte, un vieil acte de propriété. Il a dit que c'était ici. C'est juste de la paperasse de routine, a bredouillé Thorne, se protégeant les yeux d'une main tremblante. Vas-y, ai-je dit calmement, ma voix glaciale. Ouvre-le. 14 août 32. Voyons ce que tu y trouves. Thorne a hésité, terrifié, puis s'est retourné vers le coffre les doigts tremblants. Il a entré les chiffres. La lourde porte d'acier a cliqué bruyamment et s'est ouverte. Thorne a glissé sa main dans la cavité sombre. Il a ressorti sa main, ne tenant rien d'autre qu'une simple enveloppe blanche intacte. Il l'a ouverte lentement, ses mains tremblant si fort que le papier résonnait. À l'intérieur se trouvait un papier avec un mot écrit à la main. Je l'avais écrit 3 jours plus tôt, juste après l'arrivée de Julian avec la Ferrari. Thorne a lu le mot à voix haute, sa voix s'effondrant en un gémissement. Pensiez-vous vraiment que j'étais si stupide? J'ai affiché un sourire froid et dur. Le véritable dossier bleu contenant le trust irrévocable Béatrice Haye, le transfert de propriété et une montagne massive de preuves de comptabilité médico-légale n'était plus dans ce coffre. Il était verrouillé dans une mallette étanche et ignifugée, enfouie profondément dans le coffre de mon camion. Tu diras à Harrison, ai-je dit doucement, m'approchant de Thorne jusqu'à ce qu'il soit complètement adossé au mur, piégé, que peu importe ce qu'il prépare demain soir, il a intérêt à ce que ce soit un très bon spectacle, parce que je te promets que ce sera son dernier. Je l'ai laissé trembler de manière incontrôlable dans le bureau sombre et je suis sorti prendre l'air frais et vif de la montagne. Le lendemain soir, la réunion a officiellement commencé. J'ai passé les 2 premières heures de la fête à orchestrer la logistique comme un général de l'armée commandant ses troupes. Je m'assurais que la file du service voiturier était impeccable. Je m'assurais que le bœuf wagyu haut de gamme, la viande coûteuse que j'avais personnellement payée pour sauver leur réputation, était cuit à la perfection absolue. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais le serviteur invisible, l'homme derrière le rideau s'assurant que les invités fortunés avaient leur verre Constanly rempli. À 20h30 précise, je me suis éclipsé de la salle principale bondée et j'ai gravi les escaliers moquettés jusqu'à la régie technique située au balcon du 2e étage, surplombant la grande salle. Dexter, un brillant technicien audiovisuel de 20 ans que j'avais engagé à l'université locale, était assis derrière une immense table de mixage et un ordinateur portable connecté au géant écran de projection derrière la scène principale. Tout est prêt, Dex, ai-je demandé, tirant de ma poche une clé USB cryptée et sécurisée pour la lui tendre. Oui, monsieur Victor, a dit Dexter en branchant immédiatement la clé. Il a affiché les fichiers sur son écran, fichier 1, l'acte du trust. Fichier 2, les documents de l'hypothèque de la Ferrari. Fichier 3, les dettes de jeu colossales d'Harrison. Fichier 4, l'avis d'expulsion. Quand je te donne le signal,
lui ai-je dit en regardant la foule de milliardaires, de politiciens et de personnalités mondaines riant et buvant mon vin coûteux, tu écrases complètement le diaporama familial. Tu mets le fichier 1 sur l'écran principal. Luminosité maximale. N'hésite pas. Peu importe qui te crie dessus. C'est quoi le signal? A demandé Dexter, l'air un peu nerveux en regardant les gens puissants en bas. Tu le sauras quand tu l'entendras, ai-je dit en lui tapotant l'épaule. Je suis descendu lentement et j'ai pénétré dans la grande salle juste au moment où la musique en direct s'éteignait. La foule a commencé à se rapprocher avec impatience de la scène. Je me tenais silencieusement près des grandes bibliothèques au fond, ma tablette en hand, regardant le théâtre se dérouler. J'ai regardé Julien descendre fièrement les escaliers dans sa veste en velours, saluant ses fans admiratifs. J'ai regardé mon père l'embrasser chaleureusement. J'ai écouté les applaudissements nourris. J'ai écouté mon père annoncer arrogamment sa retraite, léguant le royaume à un garçon incapable de gérer sa propre lessive. Et puis j'ai écouté Harrison dire à 200 personnes que j'étais banni dans la cabane du jardinier. Les rires de la foule ne m'ont pas fait mal. Ils ne m'ont pas brisé. Ils m'ont alimenté. Chaque ricanement, chaque regard de pitié, chaque expression prétentieuse sur le visage de Julien n'était que de l'oxygène alimentant un grand feu dans ma poitrine. Monsieur Thorne suait à grosses gouttes à la table d'honneur, s'essuyant le front. Harrison rayonnait, brandissant son verre de cristal rempli de scotch. La salle était parfaitement silencieuse, attendant ma réaction, attendant que je baisse la tête, que je pleure et que j'accepte ma tragique défaite comme un bon chien obéissant. J'ai glissé ma tablette dans ma poche arrière. Je n'ai pas regardé le sol. Je n'ai pas regardé la sortie. J'ai fixé directement l'avocat. J'ai pris une grande inspiration stabilisatrice, sentant l'esprit de fer de ma mère se tenir juste à côté de moi dans l'ombre. Je suis avancé dans la lumière aveuglante. Le piège était prêt à se refermer, et j'allais démolir leur monde entier pièce par pièce. Je suis sorti de l'ombre profonde et protectrice des imposantes bibliothèques en acajou, quittant la sécurité du périmètre où j'avais passé les 10 dernières années de ma vie. La grande salle était plongée dans un silence de mort. Le groupe de jazz dans le coin avait complètement arrêté de jouer, les musiciens baissant leurs instruments en cuivre pour regarder le drame se dérouler. Le seul son dans l'immense espace voûté était le crépitement de la grande cheminée en pierre et le piétinement nerveux et inconfortable des chaussures en cuir coûteuses sur le parquet ciré. 200 des personnes les plus puissantes et influentes de l'État me fixaient. Elles s'attendaient à ce que je garde la tête basse. Elles s'attendaient à ce que je monte sur cette scène brillamment éclairée, que je serre la main de mon frère adoré, que j'accepte gracieusement ma rétrogradation humiliating dans la cabane de jardinier crasseuse et que je m'efface doucement dans l'arrière-plan de ma propre vie misérable. Je n'ai pas baissé la tête. J'ai marché droit au milieu de l'allée centrale. Je n'ai pas précipité mes pas. J'ai pris tout mon temps, laissant le bruit lourd et délibéré de mes bottes de chantier coquet résonner contre le plafond en bois. La foule s'est écartée pour moi comme la mer Rouge. Un vaste océan de smoking sur mesure, de colliers de diamants étincelants et de robes du soir de créateurs cédant activement le passage à l'homme en vêtements de travail couverts de poussière et tachés de graisse. Je pouvais sentir le parfum entêtant et écœurant des essences importées coûteuses se mêler à l'arôme savoureux du bœuf wagyu de qualité que j'avais personnellement payé de mes propres économies entamées juste pour sauver la réputation creuse de cette famille. Chaque pas que je faisais était un témoignage de la décennie de labeur exténuant que j'avais déversé dans les lattes mêmes du plancher sur lequel il se tenait. Je connaissais chaque rayure sur le bois, chaque courant d'air aux fenêtres, chaque fil caché dans les murs. C'était mon domaine, et il n'était que des invités temporaires. Alors que j'approchais du bord de la scène, Harrison s'est penché lourdement sur le pied de micro. Il arborait un sourire de pitié purement condescendant. C'était exactement le genre de sourire qu'on donne à un chien errant et pitoyable avant d'appeler la fourrière pour qu'on l'emmène. Il a ajusté sa cravate en soie coûteuse, me regardant de haut comme si j'étais une tache sur son tapis impeccable. « Victor », a dit Harrison, sa voix dégoulinant d'une compassion fausse et sucrée, les haut-parleurs ultramodernes amplifiant sa condescendance flagrante jusqu'au moindre coin de la pièce. Je sais que c'est beaucoup à assimiler ce soir. Le changement est toujours difficile, surtout pour quelqu'un qui préfère le confort du travail manuel routinier et de l'ombre. Mais Julien a la vision moderne et agressive dont ce portefeuille immobilier a désespérément besoin pour survivre à la prochaine décennie concurrentielle. Le marché évolue, Victor, nous avons besoin d'un leadership audacieux. Ton travail acharné dans les coulisses n'est pas passé complètement inaperçu. C'est exactement pour cela que Julien et moi en avons discuté.
Et nous t'autorisons à vivre gratuitement dans la maison d'amis à l'arrière. C'est un chèque de départ très généreux, Victor. Un filet de sécurité. Tu peux utiliser ce temps libre pour enfin trouver ta propre voie. Peut-être reprendre des études. Finir ce diplôme que tu as mis entre parenthèses ou trouver une gentille fille pour enfin t'installer. Tu n'as plus à porter le fardeau de l'entretien. Nous te libérons. Julian se tenait juste à côté de lui, tenant une énorme clé symbolique en laiton qu'ils avaient faite fabriquer sur mesure par un artisan local pour cette exacte séance photo. Julian a ajusté les revers de sa veste en velours bordeaux, me souriant avec arrogance depuis sa position élevée. Il ressemblait à un prince qui venait d'usurper un royaume sans lever le moindre petit doigt. Ouais, frangin, a traîné Julian, sa voix résonnant dans le micro, dégoulinante d'une arrogance non méritée. Ne t'inquiète pas trop pour l'avenir. Je pourrais même t'engager comme consultant indépendant si la plomberie refoule en hiver ou si l'équipe d'espace vert se fait porter malade et qu'on a besoin de quelqu'un pour pousser la tondeuse. Je m'assurerai que tu aies un salaire horaire équitable. On prend soin des nôtres, pas vrai? C'est ce que fait la famille. En plus, la maison d'amis a une super vue sur le garage. Tu vas adorer. Quelques personnes au premier rang, principalement les amis fortunés de Julian qui passaient leur week-end à faire du snowboard sur nos pistes privées et à boire nos grands crus, ont réellement ricané à voix haute. Le son de leur rire ressemblait à du papier de verre frotté directement sur mes nerfs à vif. Ils riaient de ma vie. Ils riaient des sacrifices que j'avais faits pour qu'ils puissent boire du champagne dans des flûtes en cristal. Je me suis arrêté au bord même de la Seine. Je n'ai pas pris les escaliers pour monter à leur niveau. Je suis resté fermement sur le sol, les forçant à me regarder de haut, les forçant à reconnaître la distance physique entre leur grande illusion et ma dure réalité. J'ai regardé les chaussures cirées d'Harrison, puis son visage parfaitement entretenu. Merci, Harrison, ai-je dit. J'ai délibérément abandonné le mot « papa ». Ma voix était totalement calme, fluide et entièrement dénuée de toute colère ou hystérie. Je n'avais pas besoin de crier. L'acoustique brillante de la salle portait ma voix posée jusqu'au dernier rang où la régie attendait. Harrison a légèrement froncé les sourcils, ses sourcils épais formant un V d'agacement. Il était clairement mécontent que je n'ai pas utilisé son titre parental devant ses pères fortunés. Mais il s'est forcé à maintenir son sourire de politicien en plastique pour l'auditoire captif. Il a fait un geste de la main dédaigneux. Tu es très le bienvenu, mon fils. Maintenant, nous avons un gâteau massif à couper et des caisses de champagne millésimées à servir. File à la cuisine. Assure-toi que le personnel s'active. J'ai juste une question simple, ai-je dit, élevant la voix d'une fraction pour couper à travers le murmure soudain et impatient de la foule d'élite. J'ai ancré mes pieds à la largeur des épaules, me fixant au sol qui m'appartenait. Ce n'est pas le moment pour des questions, Victor, a tranché Harrison, son faux sourire se durcissant douloureusement au coin des lèvres. Il détestait absolument sortir du scénario. Il détestait tout ce qui menaçait son image soigneusement orchestrée de contrôle total et de dominance patronale. Va à la cuisine et assure-toi que le traiteur est prêt pour le dessert. Tu retardes les festivités. Nous célébrons la promotion de Julian ce soir, nous n'organisons pas une réunion publique. Je l'ai complètement ignoré. Je n'ai même pas regardé son visage. J'ai lentement tourné la tête et verrouillé mon regard directement sur Monsieur Thorne. L'avocat de la famille était assis à l'extrémité de la table d'honneur, cramponné à une serviette en lin blanc si fort que ses articulations étaient complètement exsangues. Il transpirait à travers sa veste sur mesure coûteuse, sa calvitie brillant sous les lumières du lustre. Il ressemblait exactement à un homme debout sur la trappe d'une potence en bois, attendant qu'on tire le lourd levier. Il savait ce qui allait arriver. Il savait exactement ce qu'il y avait dans ma poche arrière parce qu'il avait passé la nuit précédente à essayer de le voler. Monsieur Thorne, ai-je dit, ma voix résonnant avec une autorité absolue et incontestable. Thorne a sursauté violemment comme s'il avait été giflé au visage par une main invisible. Il a ouvert la bouche, sa mâchoire s'agitant de haut en bas, mais aucun son n'est sorti. Il m'a juste fixé, les yeux écarquillés par une terreur pure et sans mélange. Il me regardait, puis Harrison, puis revenait à moi, totalement paralysé par sa propre lâcheté. Victor, arrête cette absurdité immédiatement, a ordonné Harrison, s'avançant agressivement et agrippant le pied de micro à deux mains. Tu t'affiches en spectacle devant nos investisseurs. Tu fais honte à cette famille. Je ne te laisserai pas gâcher cette soirée avec ta jalousie mesquine envers le succès de ton frère.
Gardant les yeux fixés sur l'avocat en sueur, j'ai laissé le lourd silence inconfortable s'étirer pendant 5 secondes éprouvantes. Je voulais que la foule ressente cette épaisse tension. Je voulais que chaque millionnaire, PDG et politicien présent dans cette pièce se penche en avant pour se suspendre à mon prochain mot. Je voulais qu'ils se souviennent de cet exact moment pour le reste de leur vie. J'ai posé une question très directe à Monsieur Thorne, ai-je dit posément, le calme de ma voix tranchant nettement avec la panique qui émanait de la table d'honneur. Mais comme il semble avoir perdu la parole, je vais la poser à nouveau très clairement pour que toute la salle l'entende, car je crois que la transparence est cruciale en matière d'immobilier. Julien a levé les yeux au ciel de façon théâtrale, croisant les bras sur sa poitrine et soupirant fortement dans le micro. Vire-le, papa. Il gâche complètement l'ambiance. Appelle la sécurité et fais-le jeter dehors. Il est sûrement encore bourré à la bière bon marché. J'ai pris une grande inspiration lente, sentant un sentiment de paix profond et magnifique envahir mon corps fatigué. La décennie entière d'insultes verbales, les nuits sans sommeil passées à équilibrer les registres, le travail physique éreintant, le manque de respect permanent, les liquidations discrètes de mon propre fonds d'études pour sauver leur réputation. Tout s'est cristallisé parfaitement dans ce seul moment décisif. Monsieur Thorne, ai-je dit, articulant chaque syllabe si clairement qu'elle a traversé l'air comme une balle de sniper. Est-ce qu'Harrison sait? Thorne a renversé son verre d'eau en cristal dans sa panique totale. Il s'est brisé avec fracas contre la lourde table en bois, la glace et l'eau s'étalant partout, trempant la nappe d'une blancheur impeccable. Mais personne n'a bougé d'un pouce pour nettoyer. Le personnel de service est resté figé contre les murs. Les invités ont arrêté de respirer. Le seul son était le goutte-à-goutte de l'eau frappant le sol. C'est quoi, a exigé Harrison, le visage devenant d'un rouge écarlate et dangereux. Il a pointé un doigt tremblant et accusateur vers ma poitrine. Je suis le patriarche de cette famille. Tu ne t'adresses pas à mon avocat personnel sans ma permission explicite. Sécurité. Où bordel est la sécurité? Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai glissé lentement ma main dans ma poche arrière et j'ai sorti ma lourde tablette de gestion. Je l'ai brandie légèrement, l'écran éteint, mais portant le poids d'une arme chargée. C'est-il, ai-je répété, ma voix descendant d'une octave, fendant la tension montante comme une lame chirurgicale, que l'acte de propriété légale de ce domaine de 50 millions de dollars est à mon nom? Le silence absolu qui a suivi cette phrase était assez lourd pour concasser des os. Ce n'était pas juste du silence, c'était un vide total. 200 personnes ont arrêté de respirer en même temps. Le seul son était le crépitement du feu et le battement de cœur rapide et terrifié de Thorne. Je pensais que le choc sur le visage d'Harrison serait satisfaisant, mais la vérité est que c'était infiniment meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Le masque suffisant, arrogant et intouchable a fondu de son visage, remplacé instantanément par un regard d'incompréhension totale. Il a cligné des yeux rapidement, secouant la tête de gauche à droite comme si une mouche le gênait, incapable de traiter la langue anglaise. « Qu'est-ce que tu viens de dire » a chuchoté Harrison, le micro captant le tremblement sévère de ses cordes vocales. Je ne me suis pas répété. Je n'en avais pas besoin. Le piège était complètement refermé. Les mâchoires d'acier étaient verrouillées. Et il était temps de leur montrer exactement à qui ils s'étaient attaqués pendant les 10 dernières années. J'ai dit, ai-je annoncé fortement, tournant légèrement mon corps pour m'adresser directement à toute la foule d'investisseurs puissants et à l'élite locale, que vous ne pouvez pas légalement donner un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars qui ne vous appartient pas. Tu es fou, s'est écrié Julien, sa voix muant follement comme celle d'un adolescent paniqué. Il a jeté la grande clé symbolique coûteuse en laiton sur le sol de la scène dans un accès de rage absolue. Elle a frappé le bois ciré avec un bruit creux et pitoyable qui a résonné dans la salle. Papa possède cette maison. Son nom est gravé sur le portail principal. Il a bâti tout cet héritage à partir de rien. Tu n'es qu'un concierge glorifié qui invente des mensonges parce que tu es jaloux. Son nom est en effet sur le portail, ai-je acquiescé calmement, faisant les 100 pas lentement et délibérément devant la scène, occupant l'espace physique, mais son nom n'est plus sur le titre de propriété officiel depuis plus de 3 ans. Le portail n'est que du fer décoratif, Julien. Le titre de propriété, c'est la loi. Harrison a bondi en avant jusqu'au bord même de la scène, me dominant de toute sa hauteur, le visage déformé par une fureur pure. Les veines de son cou et de son front gonflaient dangereusement. Menteur. Espèce de menteur pathétique, jaloux et délirant.
Je possède tout ce que tu vois. Je suis Harrison Aye. J'ai bâti cet empire de mes propres mains. Je vais te faire interner dans un hôpital psychiatrique. Je me suis arrêté de marcher. J'ai levé les yeux vers la régie située au balcon du 2e étage. Dexter me regardait attentivement, sa main survolant nerveusement le clavier de son ordinateur portable, attendant l'ordre que nous avions répété. « Dexter » ai-je appelé, ma voix portant clairement et puissamment à travers la salle tendue. « Entrée 1, s'il te plaît. » Plein écran. Dexter a appuyé sur la touche Entrée sans une seconde d'hésitation. L'immense écran de projection haute définition derrière la scène, qui affichait un diaporama continu et chaleureux des vacances coûteuses de Julien en Europe, de ses fausses œuvres caritatives et de portraits de familles posées, a soudainement vacillé. L'image a disparu dans un noir profond. Une seconde plus tard, un scan haute résolution d'un document juridique extrêmement complexe est apparu. Le document faisait 15 mètres de large sur 9 mètres de haut, éclairé d'une lumière blanche vive et impardonnable, absolument impossible à rater pour quiconque dans l'immense salle. Un hoquet collectif et massif a traversé la foule de 200 personnes. On aurait dit un coup de vent soudain dans un canyon. J'ai vu des dizaines de téléphones portables s'élever lentement dans les airs depuis les tables, les invités fortunés, sentant le sang frais, commençant à enregistrer la chute spectaculaire de l'empire de la famille Aye. Ce que vous regardez, mesdames et messieurs, ai-je dit en désignant le grand écran avec ma tablette, est un acte de propriété légalement contraignant, officiellement enregistré, notarié et tamponné par le bureau du cadastre du comté il y a exactement 36 mois. Il transfère officiellement et irrévocablement le titre du domaine de l'Ectao ainsi que toutes les sociétés de portefeuille commerciales associées, la propriété intellectuelle et les actifs liquides d'Harrison Aye au trust irrévocable Béatrice Aye. Harrison a louché vers le grand écran, son visage se vidant de toute couleur, devenant d'un gris cendre maladif, ses yeux balayant le grand texte juridique. Un trust? Oui, j'ai signé ça. C'était un abri fiscal temporaire. Tu m'as explicitement dit que c'était pour protéger le domaine d'un contrôle du gouvernement fédéral concernant la taxe de succession. C'est mon trust. Je suis le constituant. C'est un trust, les jeux corrigés, ma voix se transformant en glace pure et impardonnable. Mais ce n'est certainement pas le vôtre. Vous êtes le constituant, oui, mais vous avez omis de lire les clauses d'exécution. Lisez le 3e paragraphe, Harrison. Lisez-le à voix haute pour vos amis, vos investisseurs et vos compagnons de country club. Harrison ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau s'étouffant sur le tapis. Il fixait juste avec une horreur absolue les grands mots noirs et blancs qui surplombaient la scène. Permettez-moi, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle. Fiduciaire, Victor Aye. Unique bénéficiaire, Victor Aye. La clause 4.b stipule clairement, dès lors que le constituant atteint un ratio d'endettement supérieur à 50% ou en cas de preuve vérifiée de négligence financière grave menaçant les actifs principaux. Le constituant renonce à toute réclamation, contrôle opérationnel et droit de résidence sur la propriété. Des exécutions, le fiduciaire assume la pleine propriété. Non, a chuchoté Harrison, reculant d'un pas comme s'il avait été frappé en plein fouet par un boxeur poids lourd. Il a tourné brusquement la tête pour foudroyer du regard son avocat. Thorne, dis-leur que c'est un faux. Dis-leur que c'est une erreur administrative. Règle ça tout de suite ou je ruine ta carrière. Thorne s'est levé lentement, péniblement de la table d'honneur. L'homme semblait sur le point de vomir sur la porcelaine fine et les asperges rôties. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il s'agrippait au bord de la nappe blanche pour m'empêcher de m'effondrer. Harrison. Les documents. Tu les as signés. Tu as signé la renonciation de compétences financières. Tu as signé le transfert de titre complet. Tu as signé la renonciation à tes droits de révocation. Je t'ai dit de lire les petites lignes. Je t'ai supplié de les lire avant de signer. Tu m'as dit que tu n'avais pas le temps pour de la paperasse ennuyeuse. Tu m'as dit que c'était une procédure fiscale standard. Harrison a hurlé à s'en décrocher les poumons, perdant complètement l'esprit et son attitude digne devant les personnes les plus puissantes de l'État. C'était une procédure standard. C'était la procédure légale exacte, suis-je intervenu fortement, montant sur la première marche de la scène pour réduire la distance entre nous, affirmant ma dominance physique. Pour un homme qui avait dilapidé 400 000 $ de l'argent familial dans des comptes offshore illégaux et qui était à exactement une semaine de perdre notre maison ancestrale à cause d'une saisie fiscale fédérale. Vous étiez en faillite, Harrison.
J'ai protégé les actifs du fisc en prenant la propriété. J'ai sauvé cette maison de votre addiction. La foule a éclaté en chuchotements furieux et choqués. Le grand et intouchable Harrison Hay n'était pas un brillant magnate de l'immobilier. Il n'était pas un investisseur d'élite à la main d'or. C'était un joueur compulsif hors de contrôle, se noyant sous des dettes colossales. L'illusion soigneusement construite d'une immense richesse et d'une compétence suprême venait de voler en éclats devant tout le monde. « Tu l'as volé » s'est écrié Julian, pointant un doigt manicuré et tremblant directement vers mon visage, des larmes de rage coulant sur ses joues. « Tu l'as piégé, espèce de voleur. On va te détruire au tribunal. On va porter plainte si vite que ta tête va tourner. Tu iras en prison fédérale pour fraude et détournement de fonds. » Je n'ai rien volé, ai-je tranché, ma voix s'élevant enfin, les frappant avec toute la force dévastatrice de ma colère accumulée pendant 10 ans. Je l'ai sauvée. J'ai attrapé cette famille alors qu'elle tombait dans un gouffre financier. Pendant 3 longues années, j'ai payé l'énorme hypothèque commerciale sur mon propre salaire. J'ai géré seul les fonds d'études, la masse salariale gonflée, les assurances et les taxes foncières explosives. Et je l'ai fait entièrement avec les bénéfices que j'ai générés par mon seul travail acharné. Pendant que vous vidiez tous les 2 nos comptes d'exploitation pour financer vos égos pitoyables et fragiles. J'ai levé à nouveau les yeux vers la régie, ne leur laissant pas une seconde pour se reprendre ou inventer un mensonge. Dexter, entrée 2. Maintenant. L'écran a clignoté à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un texte juridique aride. C'était un tableau financier massif et ultra détaillé. Un mur de chiffres rouges éclatants, détaillés ligne par ligne, date par date, fournisseur par fournisseur. Regardons de plus près la réalité financière de ce soi-disant nouveau propriétaire, ai-je dit en désignant moqueusement Julian, qui reculait maintenant devant l'écran comme s'il émettait des radiations. J'ai détaillé devant l'Assemblée les chiffres dévastateurs et irréfutables, 350 000 $ pour une Ferrari Roma achetée illégalement la semaine dernière en souscrivant une hypothèque usuraire sur les logements du personnel. 12 000 $ pour un voyage de luxe à Cabo San Lucas camouflé en repérage de lieux. 45 000 $ alloués à une start-up tech qui n'existe pas, n'a aucune existence légale et n'a jamais produit une seule ligne de code. 20 000 $ en frais de conseil payés directement aux amis personnels de Julian. Julian a poussé un cri strident de panique, totalement animal, et a couru vers le grand écran de projection, sautant frénétiquement comme s'il pouvait masquer physiquement les chiffres de 15 mètres de large avec son petit corps vêtu de velours. Éteignez ça. Éteignez ça tout de suite. Ce sont des informations financières privées. Tu n'as pas le droit de leur montrer ça. C'est illégal. Tu violes la confidentialité. Ce n'est pas privé, ai-je dit, ma voix résonnant d'une autorité inébranlable. Ce sont les fonds de l'entreprise. Et comme je suis le seul propriétaire légal de la société de portefeuille, je mène un audit public et transparent de votre négligence financière grave, au profit de nos estimés investisseurs. Ils méritent de savoir exactement où allait leur capital. La salle était dans un chaos absolu et magnifique. Les investisseurs tech de la Silicon Valley envoyaient frénétiquement des messages à leurs courtiers pour retirer leurs fonds et annuler les contrats en cours. Les épouses chuchotaient avec excitation à leur mari en pointant l'écran. Le vernis parfait de la riche famille Hay venait d'être arraché avec violence, exposant la réalité pourrie, parasitaire et ruinée en dessous. Harrison semblait faire un malaise grave. Il se cramponnait la poitrine, agrippant le pied de micro, les articulations blanches, crachant en hurlant dans le micro, « Sécurité ! Venez ici tout de suite. Marcus. Je veux que ce menteur dérangé soit escorté hors de ma propriété immédiatement. Utilisez la force physique s'il le faut. Cassez-lui les jambes si vous devez. Sortez-le juste de ma vue. » Les appels frénétiques et désespérés d'Harrison à la sécurité résonnaient dans la salle chaotique, rebondissant sur les poutres en bois. Depuis les lourdes portes en chêne au fond de la grande salle, Marcus, mon chef de la sécurité farouchement loyal, est entré. Marcus était un ancien marine imposant et intimidant qui ne tolérait aucun caprice. C'était un homme qui plaçait l'intégrité au-dessus de tout. Il était encadré de près par 3 autres agents de sécurité entraînés, en costume noir impeccable, leurs oreillettes clignotant doucement dans la lumière tamisée. Harrison a pointé un doigt tremblant et désespéré directement vers moi. « Marcus. Attrape-le. Jette Victor par la porte d'entrée. Jette ses affaires piteuses dans la poussière et verrouille les portails principaux. Il viole ma propriété. Il terrorise mes invités.
Arrête-le. Marcus a remonté l'allée centrale d'un pas lent et délibéré, son visage affichant un calme professionnel totalement impénétrable. La foule d'élite s'est écartée pour lui encore plus vite qu'elle ne l'avait fait pour moi, impatiente d'éviter la violence imminente. Il est passé juste à côté des investisseurs murmurants, juste à côté de l'avocat en sueur qui pleurait maintenant doucement à sa table, et s'est arrêté pile au pied de la scène. Il a levé les yeux vers Harrison. Puis il a tourné la tête et m'a regardé calmement. « Tu m'as entendu, espèce d'idiot incompétent », a hurlé Harrison, de la salive volant de ses lèvres et frappant la grille du micro. « C'est moi qui paie ton salaire exorbitant. Fais ton travail et jette-le dans la rue où tu es viré. » Marcus a calmement croisé ses grandes mains calleuses dans son dos. Il a fixé Harrison droit dans les yeux et a parlé d'une voix grave et profonde qui portait parfaitement sans besoin de micro. « En fait, monsieur, c'est monsieur Victor qui paie mon salaire. Il est la seule signature autorisée sur mes chèques de paie depuis 36 mois. C'est aussi l'homme qui a personnellement sécurisé le titre de propriété de mon logement la semaine dernière quand vous avez essayé en secret de gager la maison de ma famille auprès d'un usurier pour acheter une voiture de sport. Ma loyauté va entièrement au propriétaire légal de ce domaine. » Harrison s'est figé. Le souffle a quitté ses poumons dans un souffle court. Il a regardé frénétiquement de Marcus aux autres agents de sécurité qui se tenaient maintenant fermement et de manière protectrice derrière moi, formant un mur humain devant le grand écran affichant sa ruine financière totale. Et enfin, il m'a regardé. La prise de conscience écrasante et suffocante l'a enfin frappé comme un train en marche. Il n'avait absolument aucun pouvoir ici. Pas d'argent, pas de loyauté, pas de légitimité juridique. C'était un roi sans royaume, complètement nu et exposé devant toute sa cour, sa couronne gisant brisée sur le sol. « Tu avais planifié ça », a chuchoté Harrison en lâchant le micro. Il a frappé le parquet de la scène avec un larcène strident qui a poussé plusieurs invités à se boucher les oreilles de douleur. « Tu avais planifié tout ça depuis le début ? Espèce de serpent ingrat et vindicatif. Après tout ce que je t'ai donné, après tout ce que cette famille t'a offert depuis le jour de ta naissance, tu poignardes ton propre père dans le dos. Vous ne m'avez absolument rien donné, ai-je répliqué en hurlant, laissant enfin ma fureur froide et réprimée briser ma façade calme. La digue a cédé, des décennies de rancœur se déversant. Vous m'avez donné une anxiété paralysante. Vous m'avez donné des dettes écrasantes et terrifiantes. Vous m'avez donné une vie entière à me sentir comme un serviteur jetable, un calculateur humain. Parce que je n'étais pas votre précieux petit garçon parfait, l'enfant chéri qui rendait bien sur les photos de famille. J'ai pointé directement Julian, qui était maintenant assis piteusement au bord de la scène, se cachant le visage dans les mains, gâchant son coûteux costume de velours avec ses sanglots laids et convulsifs, ses cheveux coiffés devenus un désordre hirsute. Je suis resté dans cet enfer, ai-je continué, ma voix vibrant d'une émotion brute et intense, fixant Harrison, parce que ma mère m'a demandé de protéger son héritage sur son lit de mort. Parce qu'elle savait avec une certitude absolue que vous détruiriez tout ce qu'elle avait bâti avec votre arrogance et votre incompétence. Et elle avait entièrement raison. Regardez-vous. Vous étiez prêt à donner un empire immobilier de 50 millions de dollars à un gosse gâté incapable de tenir un livre de compte de base, juste parce qu'il sait sourire à une caméra et vous dire ce que vous voulez entendre pour nourrir votre ego surdimensionné. Je me suis détourné de leur silhouette pitoyable et j'ai regardé la foule captivée et silencieuse d'investisseurs et de politiciens. Je suis le seul propriétaire légal du domaine AI, ai-je annoncé clairement, établissant ma limite absolue une fois pour toutes. Et en tant qu'unique propriétaire, j'ai le droit absolu de décider qui réside sur ma propriété et qui n'y réside pas. Je me suis retourné vers la scène, regardant de haut les deux hommes qui avaient fait de ma vie un enfer pendant une décennie. Julian, Harrison, la fête est officiellement terminée pour vous. Vous êtes tous les deux expulsés. Effet immédiat. Tu ne peux pas nous virer ce soir, s'est lamenté Julian, levant des yeux rouges et gonflés par les larmes, réagissant exactement comme un enfant capricieux à qui on refuse un jouet. Où est-on censé aller? Tous mes vêtements de créateur sont à l'étage. Mes montres de collection sont dans le coffre. Ma vie est ici. Tu ne peux pas jeter ta famille à la rue comme ça. Vous avez exactement 1 heure, ai-je dit, ma voix totalement dénuée de merci ou de sympathie. Marcus et son équipe vous surveilleront strictement pendant que vous préparerez une seule valise contenant vos affaires personnelles, des vêtements de base et des affaires de toilette uniquement. Tout ce qui a été acheté avec les fonds de la société, y compris les montres, les costumes sur mesure, la collection d'art et particulièrement la Ferrari reste sur cette propriété.
Cela appartient au trust. Si vous essayez de faire sortir quoi que ce soit en douce, Marcus a mon autorisation pour vous arrêter pour vol. Tu bluffes, a dit Harrison, essayant désespérément de rassembler une dernière once de sa bravoure légendaire, bombant le torse. Tu n'oserais pas faire ça à ton propre sang. Imagine le scandale. La presse va te détruire complètement. Les journaux locaux vont te dévorer vivant d'ici demain matin. Tu seras un paria dans cette ville. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, ai-je dit calmement, me sentant plus léger que je ne l'avais été en 10 ans, un poids physique massif se soulevant de mes épaules. Je préfère largement être le méchant dans les tabloïds locaux qu'une victime dans ma propre vie. La vérité est sur cet écran. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti une enveloppe blanche intacte. Je l'ai jetée sur la scène. Elle a atterri juste au pied des chaussures coûteuses en cuir italien d'Harrison. Voici votre avis d'expulsion formel rédigé par un vrai cabinet d'avocats, ai-je dit fort. Et à l'intérieur de cette enveloppe se trouve un chèque certifié. Harrison a fixé l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux prêt à lui mordre la cheville. 10 000 $, ai-je déclaré fortement pour que la foule l'entende, m'assurant qu'il n'y ait aucune erreur d'interprétation, pour un motel bon marché sur l'autoroute et pour un camion de déménagement. Considérez cela comme un chèque de départ très généreux pour vos années de gestion désastreuse et de fraude. Pendant un long moment incroyablement tendu, j'ai pensé qu'Harrison aurait assez de fierté pour déchirer le chèque et me jeter les morceaux au visage. J'ai pensé qu'il essaierait de me frapper physiquement pour sauver la face devant ses pairs, mais il ne l'a pas fait. Ses yeux se sont posés avec avidité sur l'enveloppe. Il était complètement, totalement à sec. Il n'avait aucune liquidité sur ses comptes personnels. Il avait désespérément besoin de ces 10 000 $ juste pour survivre à la semaine et engager un avocat bas de gamme pour mener une bataille perdue d'avance. Il s'est baissé lentement, péniblement, et a ramassé l'enveloppe sur le sol. Le son du papier épais qui se froissait a été le seul son dans l'immense salle. C'était le son distinct et inestimable de la dignité d'un narcissique qui mourait complètement. « Viens, Julian » a murmuré Harrison d'une voix brisée, agrippant son fils en pleurs par le bras pour le relever du sol. « Non, papa. Appelle un avocat. Fais quelque chose. Ne le laisse pas nous faire ça, hurla Julian en résistant, plantant ses talons dans le sol, sa veste en velours se déchirant légèrement à l'épaule. Il ne peut rien faire, ai-je dit froidement, me poussant sur le côté pour libérer le passage vers la sortie. Maintenant, veuillez quitter ma maison avant que j'ordonne à Marcus d'appeler la police locale et de vous faire arrêter tous les deux pour violation de domicile et trouble à l'ordre public. Harrison a traîné violemment un Julian hystérique et sanglotant hors de la scène. Ils ont marché lentement le long de la grande allée centrale, traçant un chemin brutal de honte ultime. Personne dans la foule n'a croisé leur regard. Les amis puissants et les politiciens dont Harrison s'était vanté toute la soirée leur ont physiquement tourné le dos au passage des deux hommes, protégeant leurs épouses, créant une barrière physique de rejet. Je les ai regardés partir jusqu'à ce que les lourdes portes d'entrée en chaîne se referment brutalement derrière eux. Le claquement sourd a résonné dans le domaine comme un coup de feu, marquant la fin absolue d'une époque. Je me tenais seul à l'avant de la salle. J'ai regardé la foule d'élite. Pendant une seconde, personne n'a bougé d'un pouce. Ils assimilaient l'exécution d'entreprise brutale à laquelle ils venaient d'assister. Puis, des applaudissements lents et délibérés ont commencé. J'ai regardé vers le premier rang. C'était Monsieur Kensington, l'investisseur tech le plus impitoyable et le plus prospère de la Silicon Valley, un homme qui créait et détruisait des entreprises pour le sport. Il s'est levé en applaudissant lentement, un regard de respect profond et sincère sur son visage ridé. Sa femme s'est levée et l'a rejoint. Puis le maire s'est levé. En moins de 10 secondes, la moitié de la salle me faisait une standing ovation. C'étaient des requins de la finance, des prédateurs en costumes coûteux, et ils respectaient une prise de contrôle au style sans faille, brutale et parfaitement exécutée quand ils en voyaient une. Je leur ai adressé un unique hochement de tête respectueux. Je ne voulais pas réseauter. Je ne voulais pas parler de portefeuilles immobiliers ou de futurs investissements. Je voulais juste respirer de l'air pur. Alors que la foule commençait à se disperser lentement vers la sortie en chuchotant avec excitation, je suis sorti dans le grand foyer. Assise sur un banc en bois près du vestiaire, tenant une petite valise abîmée, se tenait Pénélope, la gouvernante âgée qui m'avait virtuellement élevé, qui avait pansé mes genoux quand j'étais enfant. Harrison l'avait cruellement virée quelques heures avant la fête pour faire de la place au nouveau personnel plus jeune et plus esthétique de Julian. Elle a levé les yeux,
les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré, serrant son vieux sac à main. « Victor, mon chéri, j'attendais juste un taxi. Mais le standard dit qu'il ne monte pas sur la montagne si tard, et je ne veux pas déranger. » Je me suis approché, j'ai pris la lourde valise de ses mains frêles et j'ai affiché un vrai sourire sincère pour la première fois en 10 longues années. « Vous ne prenez aucun taxi, Pénélope. J'ai besoin d'une nouvelle gouvernante en chef. Le double de votre ancien salaire, une couverture médicale complète, et vous déménagez des appartements étroits du personnel pour vous installer dans la suite du lac au 2e étage, celle avec le balcon. » Elle a éclaté en larmes de joie, se levant et me serrant fort dans ses bras, son petit corps tremblant contre le mien. La bête était enfin morte. L'infection était nettoyée, et la vraie guérison pouvait commencer. 6 mois plus tard, le soleil éclatant du matin frappait la grande terrasse en cèdre du domaine de Tao, chauffant le bois et faisant ressembler le lac aux eaux cristallines à une vaste nappe de diamants brisés s'étendant à travers la vallée. J'étais assis à la table du patio extérieur, respirant l'odeur du pain et de l'eau fraîche, buvant une tasse de café noir fort, une tablette de gestion posée devant moi. « Bonjour patron », a dit Marcus joyeusement en passant lors de sa ronde de sécurité matinale. Il portait un polo confortable et respirant maintenant, une radio accrochée à sa ceinture, ayant complètement abandonné le costume rigide et oppressant qu'il portait autrefois. L'ambiance générale du domaine avait drastiquement changé, passant d'une dictature tendue et terrifiante où l'on marchait sur des œufs à une organisation détendue, hautement efficace et véritablement heureuse. « Bonjour Marcus. » Des signes de paparazzi ou de journalistes de tabloïd près du portail inférieur, ai-je demandé en prenant une gorgée de café et en regardant par-dessus la balustrade. « Pas depuis 3 bonnes semaines, » a-t-il répondu avec un grand sourire, en touchant le bord d'un chapeau imaginaire. « Je crois qu'ils se sont terriblement ennuyés quand tu n'as pas fait de crise publique massive, que tu n'as pas lancé de procès scandaleux pour la garde du chien ou organisé de fêtes déjantées sous drogue pour fêter ta prise de contrôle. » J'ai rigolé. Le scandale public avait été intense, un cirque médiatique, mais remarquablement court. Les premiers titres dans les journaux locaux avaient été bruts et sensationnalistes, le fils impitoyable vire son père mourant, et le roi de glace de Tao. Mais la vérité a toujours une façon curieuse et tenace de refaire surface, peu importe à quel point on l'enterre. Lorsque mon équipe juridique a divulgué stratégiquement les relevés financiers vérifiés et audités montrant les dettes de jeu colossales d'Harrison à l'étranger et l'hypothèque frauduleuse de Julian sur les logements du personnel, le récit public a basculé violemment en ma faveur. Désormais, des magazines d'affaires prestigieux écrivaient des articles élogieux me qualifiant d'expert magistral en redressement d'entreprise, louant mon efficacité impitoyable et mon dévouement à sauver un empire immobilier à la dérive. J'ai ouvert ma boîte de réception sécurisée, balayant les mises à jour du matin. Il y avait un message non lu de Julian. Objet, urgent. Lis s'il te plaît. Je suis désespéré. Contenu, Victor. J'ai besoin de 5 000 $ immédiatement. Mon loyer est en retard. Il me menace d'expulsion et ce travail stupide de barista ne paye pas assez pour couvrir mon mode de vie de base. Je ne peux pas vivre comme ça, me lever à 5 heures du matin pour faire de la mousse de lait. Papa dit que tu nous dois légalement cet argent à cause du testament de maman, que c'était destiné à nous deux. S'il te plaît, je te vendrai mes montres de créateur si tu veux les récupérer. Vire juste l'argent aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transféré l'email directement à Pénélope, qui gérait désormais d'une main de maître un petit fonds caritatif familial scellé juridiquement que j'avais créé via le trust. Le fonds était très restreint, il payait directement les cliniques pour leur thérapie ou leur désintoxication s'ils acceptaient un jour d'y aller, il payait les courses de base directement à une chaîne de supermarchés. Mais de l'argent liquide. Je ne leur remettrai plus jamais un seul centime d'argent liquide de toute ma vie. Ils devaient apprendre comment le monde réel fonctionnait. Il y avait aussi un email d'Harrison. Objet, procès en cours. Dernier avertissement avant déposition. Contenu, mon nouvel avocat dit que nous avons un dossier en béton pour abus de faiblesse. Tu m'as manipulé de manière agressive quand j'étais sous le choc du décès de ta mère. Tu as profité de mon chagrin. Règle ça discrètement à l'amiable tout de suite pour 5 millions de $ et nous disparaissons à jamais. Pense au nom de la famille, Victor. Ne nous traîne pas dans la boue. J'ai réellement ri à voix haute en lisant celui-là, le son effrayant un jet bleu dans un pain voisin. Son nouvel avocat était un juriste désespéré du fond du panier avec un panneau publicitaire bon marché sur l'autoroute qui promettait « Pas de frais sauf si nous gagnons ».
Mon équipe juridique d'élite de San Francisco avait déjà balayé sans effort 3 de ces recours piteux et infondés avant même qu'ils n'atteignent le bureau d'un juge. Le délai de prescription était dépassé et sa signature avait été vérifiée par 3 notaires indépendants. Il n'avait aucun fondement juridique. Mais la vraie ironie, l'ultime rebondissement poétique d'un karma indiscutable, s'était révélé il y a juste 2 semaines, et c'était une révélation qui avait scellé leur sort à jamais. J'avais engagé un détective privé pour retrouver frénétiquement l'argent manquant de l'hypothèque de la parcelle Nord, l'argent que Julian soutenait mordre et corne être le capital de départ pour sa start-up tech révolutionnaire. Il s'avérait qu'il n'y avait jamais eu de start-up. Il n'y avait aucun investisseur en capital risque. Il n'y avait eu aucune réunion d'investisseurs de haut niveau dans la Silicon Valley. Julian avait développé une addiction massive et paralysante aux paris sportifs pendant son voyage spirituel en Europe. Il devait des centaines de milliers de dollars à des bookmakers clandestins très dangereux et violents qui menaçaient de lui casser les jambes. Julian avait menti à Harrison, manipulant avec expertise le besoin narcissique et désespéré de notre père d'avoir un héritier génial et brillant. Il avait pris l'argent de l'hypothèque destinée au logement du personnel et avait claqué jusqu'au dernier centime pour tenter de rembourser ses dettes de jeu colossales, courant après un gain qu'il n'attraperait jamais. Lorsqu'Harrison a enfin découvert la vérité dévastatrice le mois dernier que son précieux enfant chéri l'avait escroqué, lui avait menti en face et avait enfoncé le clou fatal dans son cercueil financier, il a complètement disjoncté. Aux dernières nouvelles du détective, Harrison et Julian vivaient dans des studios bon marché séparés aux extrémités opposées de la ville, refusant de se parler et se préparant activement à s'attaquer en justice l'un l'autre pour fraude, détournement de fonds et préjudice moral grave. Les parasites avaient enfin épuisé leur hôte, alors ils s'étaient tournés vers l'intérieur et avaient commencé à se dévorer entre eux. J'ai regardé l'eau, prenant une grande inspiration. Le domaine était florissant. Nous affichions complet pour des séminaires d'entreprise haut de gamme, des mariages d'élite et des tournages de films commerciaux pour les 2 prochaines années consécutives. J'avais entièrement rénové la maison d'amis et celle-là même où Harrison avait cruellement tenté de me bannir devant 200 personnes pour la transformer en une suite VIP d'exception qui se louait $10 000 la nuit. Nos revenus globaux avaient augmenté de plus de 2 cents %, et chaque membre du personnel loyal avait reçu une augmentation massive, une couverture santé complète et un programme de financement d'études pour leurs enfants. Pénélope est sortie sur la terrasse en portant une assiette de scone chaud et frais. Elle paraissait 10 ans de moins, le visage lumineux et reposé, portant une robe florale vivante et élégante à la place de son ancien uniforme gris terne. Tout juste sorti du four, Victor, a-t-elle dit chaleureusement en posant l'assiette sur la table en verre et en se versant une tasse de café. Et il y a un monsieur au portail principal. Il dit avoir un rendez-vous confirmé, un certain monsieur Sterling, l'architecte en chef de la ville. Ah, oui, ai-je dit en consultant ma montre et en me levant pour ajuster ma chemise. Fais-le entrer directement, Pénélope. Nous posons enfin la première pierre de la nouvelle serre en verre près des jardins du Sud. Celle-là même que ma mère dessinait toujours dans ses carnets mais n'a jamais eu l'occasion de construire à cause des dettes. Pénélope a souri doucement, les larmes lui montant aux yeux alors qu'elle me touchait doucement l'épaule, sa main chaude et familière. Elle serait tellement fière de l'homme que tu es devenu, Victor. Tu as sauvé sa maison. Tu as sauvé son héritage. Tu nous as tous sauvés de la ruine. Je l'espère, ai-je dit, sentant un sentiment de paix profond s'installer définitivement dans mes os. J'ai jeté un coup d'œil à l'immense demeure derrière moi. Pendant 10 longues et éprouvantes années, elle avait ressemblé à une forteresse terrifiante et inéluctable. Une prison où je purgeais une peine de travaux forcés à perpétuité pour un crime que je n'avais pas commis, simplement parce que j'étais né le mauvais fils. Mais maintenant, alors que le soleil du matin frappait les immenses baies vitrées, cela ressemblait simplement à un bâtiment. Un magnifique et grand bâtiment fait de bois, de pierre et de verre. Il ne me possédait plus. Il ne contrôlait plus mon avenir et ne dictait plus ma valeur. C'était moi qui le possédais. Je me suis redressé, respirant l'air pur et frais de la montagne, prêt à commencer la journée. J'avais bâti mon propre empire à partir des décombres toxiques d'une famille brisée et dysfonctionnelle. J'avais gravé mes limites dans la pierre, je les avais appliquées par le feu de la loi, et je vivais enfin complètement pour moi-même.